Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h04, nous allons débattre, comme tous les jours, entre 11h et midi, nous allons débattre et le sujet du jour sera le harcèlement scolaire. La lutte contre le harcèlement scolaire, priorité absolue de la rentrée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Elisabeth Borne, nous verrons bien. Nous verrons bien si c'est la priorité absolue et quels sont les moyens qui seront mis en œuvre. Harcèlement scolaire, l'actualité malheureusement nous conduit à traiter ce sujet, le harcèlement scolaire, l'actualité, et le harcèlement scolaire aussi dépasse l'actualité parce qu'il y a beaucoup de harcèlement scolaire silencieux. L'INSEE et Lucas, deux collégiens de 13 ans, se sont suicidés. L'INSEE le 12 mai, Lucas le 7 janvier. D'autres cas malheureusement qui font moins la une de l'actualité mais qui existent. L'INSEE et Lucas ont été victimes de harcèlement scolaire. Alors, harcèlement scolaire, où sont les responsables? Quel rôle doit jouer l'éducation nationale? Les réseaux sociaux alimentent le harcèlement. Comment lutter contre le cyberharcèlement? Nous allons parler de tout cela avec nos invités. Yasmine Buono, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, spécialiste en éducation numérique, fondatrice et présidente de Génération Connectée. Rodrigo Arenas, député LFI de Paris, ex-président de la FCPE, bonjour. Bonjour. Et puis Erwan Balanan, député MoDem du Finistère, auteur de la proposition de loi faisant du harcèlement scolaire un délit pénal. Bonjour. Merci. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les trois. Je voudrais commencer avec un témoignage, celui de Nicole Sacaju, qui est présidente de l'association Parle, je t'écoute. Nicole, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez Merci été, d'abord, votre association, évidemment, recueille la parole des parents et des enfants, c'est cela, Nicole ? Oui, c'est ça, et aussi des enfants qui harcèlent et des parents des enfants qui harcèlent. Voilà, aussi des parents des enfants qui harcèlent, parce qu'on oublie toujours qu'il y a des parents qui sont confrontés à ça indirectement, en quelque sorte, puisque leurs enfants sont accusés de harcèlement ou pratiquent le harcèlement, malheureusement. Vous avez été témoin du harcèlement scolaire de votre enfant, vous, Nicole. Il était en CE2 au sein d'une école privée catholique. Racontez-nous. Oui, ça a commencé en grande section. Il nous a raconté qu'il y a un petit de sa classe qui l'embête. Nous, comme la majorité des parents, on a pensé que voilà, il y a des petits chamailleries et tout. On n'a pas pris au sérieux. On a annoncé quand même, on a informé la maîtresse. Elle nous a dit qu'on n'est pas les seuls parents dans la même situation, donc elle va faire des choses. Et nous, on a fait confiance. Après, ça s'arrêtait un peu et avec le temps, s'aggraver jusqu'au jour, pour faire court, jusqu'au jour où notre enfant il nous a dit maman, si vous ne faites pas quelque chose, je vais me suicider. On a eu la chance que lui il nous a dit ça, parce qu'on aurait pu perdre notre enfant aussi, hein, comme ses parents qui sont en souffrance aujourd'hui. Bien sûr qu'on a pris les choses en main, on a fait des démarches. La directrice qui nous a dit, qui pleurait même en voyant la souffrance de notre enfant. Mais tout a changé à un moment donné. On s'est senti, ils nous ont tourné le dos, ils promettaient de faire des choses, il n'y avait rien qui était fait. Et on est allé plus loin avec une plainte à la police. Plainte qui est arrivée quand même, l'enquête devant le procureur, mais malheureusement elle a été classée parce que les enfants n'avaient pas 13 ans. Le harceleur n'avait pas 13 ans, c'est cela? Il n'avait pas 13 ans et on n'avait pas un cadre juridique comme aujourd'hui non plus. Il n'avait même pas des petites sanctions, rien. Et tout ça a fini parce qu'on a eu beaucoup de pression de la part de cette école pour qu'on quitte l'école. Et même sinon, on voulait quitter parce qu'on ne pouvait plus laisser notre enfant dans ce contexte. Mais on a dit, on ne quitte pas, vous devez faire des choses. Et la chose qu'ils ont fait, c'était de mettre dehors notre propre enfant. Et le deuxième, qui était plus petit, qui n'avait rien à faire. Donc voilà, du jour au lendemain... Ils ont exclu, l'école a exclu vos deux enfants, quoi. Ouais. Ouais, tout simplement. Ouais. Hein, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, Nicole, d'abord, est-ce que votre enfant va bien? C'est la première question que j'ai envie de vous poser. Il va bien parce qu'on a tout fait pour qu'il aille mieux. Voilà. Bon. Et il a trouvé un cadre de vie scolaire où ça va beaucoup mieux? Oui, ça va beaucoup mieux. Après une phobie scolaire, après... Voilà. Mais chaque rentrée reste très, très difficile même maintenant.
Mais maintenant, chacun. Bien. Voilà. Merci beaucoup, Nicole, pour ce témoignage. Et Awan Balanan, vous vouliez réagir? Oui, deux choses. Parce que, alors déjà, tout à l'heure, c'est pas une proposition de loi, c'est maintenant une loi, visant à combattre le harcèlement scolaire. Et c'est une loi qui a l'aspect accompagnement, prévention et qui offre le cadre juridique pénal nouveau qu'il n'y avait pas, sans doute pas, au moment à l'époque. Du témoignage vécu par Nicole. C'est très important. Aujourd'hui, la prise de conscience du harcèlement scolaire, elle est en train de se faire de façon terrible parce qu'on est porté par des faits divers qui sont terribles. Mais la lutte, elle a commencé depuis un moment. L'éducation nationale, les écoles ont mis en place un certain nombre de choses. Ça va peut-être pas assez vite. On va en parler. On va en parler. Voilà. Juste ce que je voulais dire, c'est qu'on a quand même une spécificité maintenant, une violence terrible issue des réseaux sociaux. Et je pense que c'est un des sujets sur lesquels il faut qu'on parle. C'est un des sujets du débat, évidemment, les réseaux sociaux, sujet majeur du débat. Mais je voudrais simplement m'attarder un instant sur ce qui s'est passé pour le fils de Nicole et même son petit frère. Ils ont été exclus de l'établissement. Alors, c'est un établissement privé catholique. Est-ce que ça peut arriver aussi dans un établissement public? De la même manière, Rodrigo Arenas? Non, dans les écoles publiques, il y a un certain nombre de procédures qui existent. Le ministre et les recteurs notamment parleront mieux que moi. Il y a la situation dans laquelle les familles aujourd'hui demandent à ce que ce soit l'enfant qui harcèle, qui bouge d'établissement, et d'autres qui considèrent qu'il faut qu'il reste parce qu'il y a la question de la toxicité du milieu dans lequel nous sommes. Ça existe pour des enfants, ça existe aussi pour des adultes. Il y a pas des adultes, on leur conseille par exemple des fois de déménager parce que la personne qui les harcèle au quotidien, parfois c'est en violence aussi. On propose par exemple, notamment, je pense aux femmes qui sont victimes d'harcèlement, voire de violence, parfois de quitter leur lieu parce qu'on n'est pas de façon à la protéger. Et là se pose la question, c'est comment est-ce qu'on protège la victime et comment est-ce qu'on éduque aussi l'harceleur. Alors avant d'entrer sur les mesures annoncées et sur les mesures qu'il faudrait prendre, je voudrais, et avant de parler évidemment du cyberharcèlement qui est si important, qui joue un rôle si important, je voudrais quand même m'attarder sur, encore une fois, sur ce qui s'est passé, sur cet exemple qui est, c'est toujours qui est sanctionné? À la limite, celui qui a été sanctionné, là, c'est l'enfant harcelé et sa famille. Non, mais justement, franchement, est-ce que les enquêtes sont toujours bien conduites? Est-ce que ça vous choque pas, ça? Alors déjà, c'est pas automatique. On est dans le cadre d'une école privée. Dans une école privée, il faut préciser que le texte qu'on a adopté l'année dernière concerne aussi les écoles privées. Tous les établissements scolaires en France sont aujourd'hui dans l'obligation d'avoir un plan de prévention et un plan d'accompagnement. Accompagnement des victimes, évidemment, c'est important, et également des auteurs. La solution de l'enfant qui est harcelé, qui s'en va, elle est évidemment à éviter la plupart du temps, puisque qu'est-ce qui se passe? Vous êtes victime et vous partez de l'endroit où vous êtes, où vous vous sentez bien. C'est la double peine. Donc il faut pouvoir accompagner, et c'est pour ça qu'il faut des plans de prévention, d'accompagnement qui permettent de résoudre les conflits. Parce que la solution qui pourrait paraître également simple, de se dire, vous avez un enfant harceleur, vous le changez de classe. Est-ce que l'enfant harceleur doit être automatiquement changé d'établissement? Mais non, c'est une terrible erreur de faire ça. C'est ce que propose le gouvernement. Non, c'est pas ça. C'est dans un cas ultime. Dans un cas ultime. Parce que prenons l'exemple, vous avez un enfant harceleur, vous le prenez, vous le mettez dans une autre école. Et vous ne traitez pas cet enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recommencer dans l'autre école, donc vous aurez eu 2 écoles harcelées. Donc vous voyez que ce n'est pas aussi simple que ça. Et c'est pour ça qu'il y a des plans, et c'est pour ça qu'il faut aussi qu'on progresse sur ces sujets-là, c'est comment on accompagne mieux. Prise en charge de l'enfant harceleur. Évidemment. Rodrigo Arenas. C'est le bas qui blesse, c'est que nous on avait proposé par exemple avec la fédération FCPE dont vous avez cité tout à l'heure de faire des détections systématiques, des entretiens systématiques à chaque cycle d'enfant, maternelle, primaire, collège, lycée. C'est-à-dire systématique. C'est-à-dire qu'un enfant, quand la famille par exemple est désarmée, qu'elle ne sait pas ou qu'elle ne voit pas, parce que l'enfant ne sait pas, on ne sait pas forcément que notre enfant est harceleur ou harcelé. Il y a beaucoup d'enfants harcelés qui ne le disent pas, parce qu'on n'assume pas nos fragilités dans ce monde-là. Pourquoi est-ce qu'on harcèle? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui, à tort ou à raison, d'ailleurs à tort, considère qu'il a un pouvoir sur lui qui lui permet de le maltraiter. Donc on parle de là. Donc il y a des gens dont c'est le métier. Ça s'appelle psychologue scolaire. Et nous, ce qu'on préconisait, c'est que les enfants, tous les enfants, passent en maternelle
en primaire, au collège et au lycée, un entretien personnalisé pour libérer cette parole-là. Donc la question qui se pose, c'est que maintenant qu'on sait, c'est où sont les personnels pour libérer cette parole. Et ils ne sont pas là. Bon, ils ne sont pas là. Manque de personnel, c'est une évidence, mais mais c'est le problème, quand on est malade, il faut un médecin. Oui, non, c'est vrai, voilà. C'est Rodrigo Arenas, mais est-ce qu'on est sûr que l'enfant harceleur va systématiquement dire qu'il est harceleur? Là, il faut accepter le ton. Yasmine Biono. Mais non, c'est bien plus simple, bien plus compliqué que ça. Voilà, c'est plus compliqué. Alors moi, j'ai pour habitude, on a beaucoup dit qu'il faut libérer la parole des enfants sur le sujet. Moi, ça fait 15 ans que je la libère, la parole sur le sujet. Oui, c'est pour ça. Donc la question n'est pas de libérer la parole. Aujourd'hui, les enfants sont prêts à témoigner de beaucoup de choses. Oui. De beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, c'est qui accueille cette parole et qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là où est la difficulté. Libérer, c'est pas un problème. Alors, accueillir et traiter est un autre volet. Et c'est là où on n'a pas assez, effectivement, de gens formés pour réagir. Oui, je comprends. Alors là, on va parler... Il existe un dispositif phare de lutte contre le harcèlement scolaire. D'ailleurs, l'INSEE et Lucas, tous les deux, étaient inscrits dans des établissements dotés du programme phare. De quoi s'agit-il? Il s'agit de prévention, formation de personnel, intervention, avec dans chaque école ou collège une équipe ressources de 5 personnes. Et ça ne fonctionne pas ou... C'est compliqué parce que... Ce que je vous dis. C'est pourquoi ça... Il paraît qu'il y a un taux de résolution de 80%, c'est ce que dit le ministère de l'Éducation nationale. Il y a deux choses. Il faut faire... quand vous avez des enfants, vous avez des conflits, et il faut résoudre le plus rapidement ces conflits pour que ça se passe bien. D'abord, il faut les détecter. C'est le climat scolaire, et ça, il faut qu'on avance sur cette... c'est une prise en compte qui existe dans l'Éducation nationale depuis une dizaine d'années. Monsieur Debardieu, qui avait fait un très bon rapport et qui avait un gros travail sur la question du climat scolaire, il y a cette prise de conscience au sein de l'Éducation nationale et on a avancé. Maintenant, on a un sujet, c'est que tout ce qu'on a gagné au sein de l'Éducation nationale, de prise en compte, d'écoute, sans doute pas suffisante, et moi je salue l'annonce de Pape Ndiaye d'avoir un référent adulte dans chaque établissement scolaire. Aujourd'hui, vous aviez un référent par académie. C'est le professeur principal. Non, c'est pire. Mais non, parce que les professeurs principaux, ils ont d'autres missions aussi. Non, mais ça fait partie de leur mission. Ça fait partie de leur mission, certes, mais ils ont d'autres missions. Donc avoir du surplus des gens en plus, c'est très bien et il faut le faire. Mais non, c'est pas du surplus, c'est des personnes dans l'établissement qui ont une fonction supplémentaire, Morenas, vous le savez. Je sais que vous êtes contre tout et votre groupe politique. On va pas faire de politique. Non, on va pas faire politique. Arrêtez tout de suite là, parce que là on parle des enfants. Moi je suis sérieux. Mais moi aussi, on va pas faire de politique. Donc s'il vous plaît, justement, c'est le seul groupe qui n'avait pas voté le texte. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce que vous dites, ça existe déjà. C'est déjà le travail du professeur principal et la fonction est déportée sur un autre personnel qui a aussi des fonctions. Donc ne dites pas que je dis des bêtises, ce n'est pas vrai. La semaine dernière, j'étais avec une trentaine de CPE sur le sujet. Ils nous disaient on a besoin de moyens supplémentaires. Merci, c'est ce que je viens de dire. Donc vous voyez bien que votre propos est déplacé. On le fait, mais si je peux finir mon propos, le sujet qui nous préoccupe maintenant, c'est il y a l'école. Oui. À l'intérieur de l'école, et il y a le sujet des réseaux sociaux. Et le sujet des réseaux sociaux, il va falloir le traiter. Sujets. Puis il y a aussi le sujet des parents. Alors, pardonnez-moi, évidemment, j'allais y venir. On ne va pas mettre tout sur le dos de l'école, parce que c'est trop facile, ni tout sur le dos des réseaux sociaux. Il y a aussi le rôle des parents. Il y a le rôle des adultes en général. Et des adultes en général. Exactement et effectivement. Ce que je dis en ce moment. L'école aujourd'hui, une alerte. Il y a une alerte. Les parents réagissent. Est-ce que l'alerte est prise au sérieux dans les écoles? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que dans les établissements scolaires, l'alerte est prise au sérieux? Oui. Elle est prise au sérieux? Elle est prise au sérieux. La question qui se pose, c'est que tout le monde, quand il y a un enfant qui dit qu'un autre enfant lui fait du mal, elle est prise au sérieux d'abord par les enseignants, ensuite par les camarades de classe, notamment dans les petites classes, parce qu'il y a des groupes dans lesquels la parole se libère. D'une façon. Mais c'est vrai qu'elle est prise au sérieux. En tout cas, elle est prise au sérieux. Par contre, il y a un problème de traitement. Il y a un problème de traitement parce qu'on parle d'une déviance. Quand on parle d'une déviance, c'est pas juste parler, c'est aussi avoir des professionnels formés pour le mettre en œuvre. Et c'est le temps long.
Et c'est le temps long. Et on a du mal, à l'heure de l'immédiateté des réseaux sociaux, d'accepter que la reconstruction, c'est du temps long. Non, mais est-ce que dans l'école, on prend ça au sérieux? Si je pose la question, c'est parce que peut-être que les responsables de l'établissement, ou même les enseignants, se disent bon, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. C'est pris au sérieux, mais souvent, ils sont dépassés. Est-ce que c'est pris au sérieux, Yasmine Biono, vous pensez? Oui, alors, ils sont dépassés, ça c'est vrai. Mais parce qu'il y a la question du numérique. Et voilà. Et il ne faut plus travailler en silo. Exactement. Et là, quand on travaille en silo, alors on en a discuté avec vous, monsieur le député, mais la question du harcèlement scolaire est compris chez les professionnels comme uniquement sur des situations qui se déroulent au sein de l'établissement. Donc tout ce qui concerne ce qui se déroule sur les réseaux sociaux ou les jeux en ligne, parce qu'on oublie les jeux en ligne. Tout ce qui se déroule juste à la sortie de l'établissement scolaire ne les regarde plus. Or, ça, c'est impossible. Voilà, on ne peut pas dissocier ce qui se passe dans l'école de ce qui se passe hors de l'école. Nous prenons du retard. Aujourd'hui, les enfants sont connectés, séparés, vie en ligne et vie réelle est une erreur majeure dans le traitement des situations de harcèlement. Eh bien, nous allons développer cela. Il est 11h19. Jean-Jacques Bourdin. Bien, 11h23, le débat a fait rage sur le plateau, évidemment, autour du harcèlement scolaire. Alors, on cherche... non seulement les responsabilités, mais au-delà des responsabilités, on cherche évidemment à réfléchir comment améliorer les choses, comment lutter contre le harcèlement scolaire. On l'a dit juste avant la pub, essayons de dissocier, non de ne pas dissocier ce qui se passe à l'intérieur de l'établissement scolaire et ce qui se passe à l'extérieur de l'établissement scolaire et ce qui se passe à la maison. 3 lieux, finalement. La maison, hors de l'établissement et dans l'établissement scolaire. Parce que le harcèlement se poursuit dans les 3 lieux, évidemment. Hein. Alors, le harcèlement, évidemment, l'un des vecteurs importants, c'est tout ce qui est numérique. Tout ce qui est numérique, c'est-à-dire je sais pas moi, Instagram, TikTok, Facebook, enfin bon, etc. Ça joue un rôle très très important. Yasmine Biono, je rappelle que vous êtes spécialiste en éducation numérique, fondatrice et présidente de Net Respect. Alors, oui, un rôle essentiel. Mais essentiel, bien sûr. Aujourd'hui, c'est un paramètre que nous ne pouvons plus ignorer. Oui. Les enfants, les jeunes générations passent plus de temps sur les réseaux sociaux ou les jeux en ligne qu'à l'école ou à discuter avec leurs parents. Donc la question, c'est qui éduque aujourd'hui nos enfants ? Et on ne peut plus éviter de répondre à cela et de prendre en compte le paramètre du numérique. Que les choses soient bien claires, le numérique amplifie le phénomène du harcèlement. Il l'amplifie, il l'aggrave et il a créé aussi des situations nouvelles de harcèlement. Parce que la situation, par exemple, je vais citer un exemple, du harcèlement à caractère sexuel qui inquiète tous les établissements scolaires aujourd'hui. J'alerte sur les collégiens et collégiennes, lycéens et lycéennes. Aujourd'hui, nous avons des cas où il y a des sextapes qui sont envoyés sur les réseaux. Et bien sûr, la fille va être... C'est du harcèlement, c'est de la vengeance, c'est enfin tout ce qu'on veut. Tout ce que l'on veut. Et nous savons, quand un élève est harcelé au collège, malheureusement, il sera harcelé jusqu'au lycée. Parce que rien ne disparaît sur Internet. Le harcèlement commence à quel moment? À l'école primaire? Oui, à l'école primaire. À l'école primaire. Aujourd'hui, à l'école primaire. Et même en maternelle? À l'école primaire. À l'école maternelle aussi, je crois. Et on a des enfants qui ont... On a des enfants qui ont des téléphones portables de plus en plus tôt. Et moi, je le dis aux parents, et il faut que quand vous confiez un téléphone à votre enfant, vous lui donnez un super outil pour communiquer entre vous, avec ses amis, mais vous lui donnez aussi une arme qui peut recevoir, hélas, des messages terribles pour votre enfant, mais il faut bien aussi que les parents se rendent compte que votre enfant peut aussi être un harceleur. Donc quand on est parent, on a la responsabilité de surveiller. Oui, mais quand on est parent, vous savez très bien qu'on va pas aller regarder ce qui se passe dans le téléphone de son enfant. Non, mais sans regarder ça, c'est lui donner un certain nombre de codes, de lui dire qu'on ne harcèle pas, qu'on se parle sur les réseaux comme normalement on se parle dans la vraie vie. Mais ça fonctionne pas, puisque sur les réseaux, les discussions, c'est la haine en ligne. Évidemment. C'est rapide, c'est la haine en ligne. C'est pour ça que les réseaux sociaux doivent aussi prendre leur part et réguler leur écosystème. On va y venir, Rodrigo Arenas.
La question qui se pose, c'est la place aussi du réseau social qui est utilisé par les enseignants et entre élèves aussi au milieu scolaire, d'un point de vue éducatif pédagogique théoriquement, mais qui du coup dépasse. Aujourd'hui, par exemple, quand vous avez un collégien, moi j'en ai, eh bien c'est impossible de communiquer autrement que par réseau social, puisqu'on utilise tous aujourd'hui Pronote, et y compris moi, mon enfant, pour pouvoir communiquer avec son établissement, il a besoin de son téléphone. Donc ça oblige les parents à donner un outil qui, quand l'éducation est mal faite, eh bien, ça peut avoir ces dérives-là, parce qu'évidemment, quand vous donnez un téléphone portable à un enfant, évidemment qu'il va aller sur les réseaux. Oui, mais il n'y a pas que des vices cachés dans un téléphone, il y a aussi des vertus. Il y a des vertus, donc c'est pour ça que je dis un caractère éducatif ou pédagogique. Or, un enfant, quand il est mal éduqué, que ce soit par les parents ou par les enseignants par rapport à une technologie qu'il ne maîtrise pas, parce qu'il n'a pas les connaissances et les savoirs pour la maîtriser, dès lors, ça peut avoir des déviances. Alors, moi, je mets en place à l'Assemblée nationale un groupe transpartisan, il y a tous les partis qui sont là, tous les groupes qui sont représentés, pour travailler justement comment est-ce qu'on protège les enfants des écrans. Donc là, c'est quelque chose qui ne concerne pas que la LFI, on n'est pas dans le rapport que tu disais tout à l'heure. J'ai mis tout le monde. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à des citoyens de postuler, on les a tirés au sort pour leur demander comment est-ce que vous voulez que nous, en tant que députés, on protège les enfants des écrans. Et cette problématique revient. Mais ce n'est pas seulement cette problématique qui revient. Parce que la question du harcèlement, c'est le caractère répétitif. C'est le caractère répétitif. Ça ne veut pas dire qu'un enfant qui commet une erreur va la commettre tout le temps dès lors qu'il est pris en charge et qu'il est pris en main suffisamment tôt. Et là, les enseignants savent faire. Alors, Yasmine Biono, vous êtes spécialiste en éducation numérique. Que faire? Comment faire? Moi, ce que je regrette, c'est qu'on travaille toujours sur des situations révélées, graves, déjà installées. Et ça, c'est bien dommage. À aucun moment, nous parlons de prévention en amont. Oui. Alors en amont, comment prévenir? Comment mieux éduquer les enfants à la pratique? C'est inscrit dans la loi. L'article 1 de ma loi, c'est l'obligation de prévention et l'obligation d'accompagnement. Alors, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, mais si tu ne mets pas les moyens, c'est compliqué. Mais il faut les mettre. Il faut les mettre. On est d'accord. Bon, on est d'accord. Alors attendez, Yasmine Biono. Merci. Merci. Comment éduque-t-on les enfants au danger du numérique? Alors voilà, moi ça fait 15 ans que je mène des programmes d'éducation en partenariat avec les professionnels du champ de l'éducation, de la santé et du social. Donc, et si vous lisez tous les rapports, les experts mondiaux, puisque ce problème de cyberharcèlement et de harcèlement est un problème mondial, est un constat mondial. On est bien d'accord. C'est pas la France qui... Évidemment. Voilà. Et aujourd'hui, les recommandations des experts internationaux, c'est-à-dire des institutions européennes et internationales, recommandent que les États éduquent notamment aux compétences psychosociales. Qu'est-ce qu'une compétence psychosociale? Dans l'affaire de l'INSEE, nous avons vu qu'il a manqué cruellement d'empathie. L'empathie est une des compétences psychosociales. Quand j'interviens sur des situations de cyberharcèlement ou harcèlement scolaire, je travaille avec les élèves sur leur empathie et leur esprit critique. Si vous n'allez pas chercher ce qui fait sens chez les enfants, alors ce n'est pas la peine de dire... Enfin, ils n'écouteront pas. Ça doit être enseigné, les enfants doivent être éduqués dans ce sens, mais où? Dans quel cadre? Mais partout. L'école ne peut pas faire le travail seul, mais les parents ne peuvent pas faire le travail seul. Mais on est d'accord, mais le problème c'est qu'à l'école, on va vous dire on n'a pas le temps de faire ça, on fait déjà tellement de choses. Il nous faut une politique, il nous faut une vision politique sur une éducation adaptée à l'heure de ChatGPT. C'est ce qui nous manque. Les lois sont là, mais est-ce que les lois... On ne peut pas demander aux enfants d'être autrement que comme sont leurs parents et les adultes. Il y a du harcèlement dans le monde adulte, il y a de la violence dans le monde adulte. Donc à un moment donné, non, attendez, moi je veux pas qu'on criminalise les enfants. Mais c'est pas ils sont à notre image. Moi je me souviens, il y a 10 ans, j'organisais en Seine-Saint-Denis des formations pour les parents avec des associations pour prévenir justement de ces dérives-là. 10 ans après, je me rends compte que l'appareil législatif a évolué dans le bon sens, mais que les moyens nécessaires en milieu scolaire ou à l'extérieur ne sont pas. Mais à l'éducation nationale, vous savez très bien qu'on va dire, nous c'est pas notre rôle. Mais c'est le rôle de tout le monde. C'est ça que je suis en train de vous dire. Il faut avoir une vision politique. C'est un problème global. Mais moi, je dis qu'il faut avoir une vision politique. Nous n'en avons pas. Ce n'est pas en déclarant qu'à la rentrée le cyberharcèlement et le harcèlement sera une priorité. Ça va suffire. Sensibiliser en one shot, ça ne sert à rien. Il nous faut éduquer. Il nous faut informer les parents. Il nous faut agir en co-responsabilité. Oui, mais comment? Vous allez m'expliquer comment? Il est 11h31, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bien, le cyberharcèlement. Parlons-en. Il y a des plateformes d'écoute 30-18, 30-20. Ça, c'est pour le harcèlement. Mais le cyberharcèlement, dites-moi. 30-20, c'est ça? Yasmine Biono, le cyberharcèlement.
Alors, les enfants, 78, évidemment, quel est l'âge moyen du téléphone donné à un enfant? Est-ce qu'on a un âge moyen en France? C'était 13 ans et ça a baissé. On est en dessous de 13 ans maintenant. En dessous de 13 ans? On a des élèves qui ont un téléphone en CM2. En CM2, des élèves ont un téléphone. D'abord, et puis faut-il donner un téléphone à un élève en CM2? Non, alors voilà, excusez-moi, mais la question, elle se pose même plus comme ça. Quand les élèves n'ont pas de téléphone, ce qui est le cas en école primaire, prenons la majorité des élèves en école primaire, ils ont des tablettes, ils ont des consoles de jeux, ils sont connectés. Oui, c'est vrai. Mais n'oublions pas ça, ils sont connectés. Vous avez raison. Donc la question du téléphone portable, à la limite, les parents leur prêtent le leur. Ils sont sur YouTube déjà très tôt. Ils jouent en ligne très tôt avec la Switch et autres consoles de jeux. Donc la question ne se pose pas. Alors rendons responsables les plateformes. Oui, ils ont une part de responsabilité. Instagram, TikTok, Facebook. Où est leur responsabilité? Elle est énorme. Elle est énorme. En réalité, leurs algorithmes, la façon dont leurs algorithmes sont construits, favorise un débat public qui n'est pas serein, qui n'est pas apaisé. Est-ce que ce débat qui n'est pas sous contrôle? On est bien d'accord. C'est un sujet qui est compliqué parce qu'on est entre la liberté d'expression, mais la liberté d'expression ne permet pas tout. Est-ce qu'il faut bloquer les messages? Est-ce qu'il peut y avoir un régulateur? Je ne sais pas, moi. Il faut être très clair. Il faut le dire aux parents. C'est parce que les informations sont souvent... moi, j'ai entendu sur les plateaux des gens apporter des tas d'informations qui ne sont pas justes. Il faut être très clair sur la question du numérique. Les plateformes numériques, ce n'est pas leur priorité que de protéger nos enfants. Oui, ce n'est pas leur priorité. Il faut le savoir. Alors comment faire en sorte que ce soit leur priorité? Donc voilà, donc il faut être très clair. Il faut être très clair. Il faut arrêter de dire que les plateformes protègent l'algorithme. Ce n'est pas vrai. Bon, ce n'est pas vrai. Alors que faire? Que faire? Il y a déjà un travail qui est en cours au niveau européen. C'est le DSA qui permettra de augmenter le seuil, j'allais dire de tolérance. Non, le seuil d'intolérance aux messages à caractère haineux, aux messages qui sont des messages illicites. Vous savez, dans le débat public, il y a un cadre. C'est-à-dire que la liberté d'expression dans notre société, elle est contrainte par un certain nombre de règles et de propos qu'on n'a pas le droit de tenir. On n'a pas le droit de tenir des propos négationnistes, des propos incitant à la haine, et on n'a pas le droit non plus de faire du harcèlement. Donc il faut. On n'a pas le droit, d'accord, mais ça c'est dans le. Non, mais voilà, évidemment. Mais sauf que. Mais en réalité, il se pratique le harcèlement. Alors moi, je voudrais que vous alliez plus loin. Engagez-vous. Que faire? Est-ce qu'il faut limiter? Est-ce qu'il faut bloquer les messages insultants et dégradants? Vous en bloquez combien des messages? Ce qui s'est passé dans le cas de l'INSEE. Oui. Sûrement que la famille a dû signaler les messages haineux. Aujourd'hui, c'est une déferlante sur TikTok. Oui. C'est une déferlante. Mais alors, que faire? Que faire? Ce que recommande. Alors, il faut le savoir quand même que les plateformes numériques, que ce soit Snap, Insta, etc., toutes ces plateformes recommandent aux parents de préserver le bien-être numérique. Ça s'appelle le bien-être numérique. Et pour cela, le conseil qui est donné, c'est d'avoir des discussions ouvertes. C'est-à-dire qu'on en revient à l'éducation en amont. Il nous faut absolument que tout le monde travaille l'empathie sur les jeunes générations. Mais pourquoi? Mais est-ce que techniquement, on peut prendre des mesures bloquant certains messages? C'est faisable ou pas? Mais les outils sont déjà là. Bon, alors il faut le faire. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Est-ce qu'il faut... Est-ce qu'il faut le faire? Bloquer des messages, vous pouvez. Ils sont dans l'obligation de le faire, même normalement. Oui. Ils sont dans l'obligation de les contrôler. Comment mieux les contrôler? Comment je ne sais pas, moi. La terrible affaire l'INSEE, et comme il va y avoir un procès en cours, il va y avoir un procès, la famille a porté plainte contre Meta. Justement. Et ce qui sera très intéressant de voir, c'est le nombre de messages qui ont été, parce que là, il va y avoir des enquêtes, le nombre de messages qui ont été bloqués, ceux qui n'ont pas été bloqués, et la question qui va se poser, c'est est-ce que Meta a répondu à ses obligations légales de modération et de régulation? Est-ce que la modération est pratiquée aujourd'hui? La question, elle est sans doute pas suffisamment faite. Non, mais insuffisamment. Et moi, je pense qu'on peut faire mieux. Bien sûr, ils peuvent faire mieux. Ils peuvent faire mieux. Est-ce qu'on peut les contraindre? Alors, est-ce qu'on peut les contraindre à faire mieux? Techniquement, c'est possible. Géopolitique. Techniquement, c'est possible. C'est possible. Mais ils ne mettront pas leur argent. Bien sûr qu'il le faut. On protège les enfants, on protège les adultes.
Il le faut. Vous êtes d'accord ou pas? Moi, bien sûr qu'il le faut, mais le feront-ils? C'est pas la question de qu'est-ce qu'il faut faire. C'est leur business model, donc c'est compliqué. On le sait, il faut arrêter de mentir. Oui, c'est leur business model. C'est vrai que c'est tout le problème, mais sauf qu'à un moment donné, ça va peut-être aussi se retourner contre eux. Je te dis pas qu'il faut les interdire. Voilà. À un moment donné, peut-être que la pression sociale, la pression citoyenne, parce que si tous les gens disent ça suffit maintenant, c'est comme ça que ça va évoluer. Et eux, qui sont dans un modèle, ils sont dans un modèle du clash. On voit bien sûr. Quand on est personnel politique et qu'on fait un tweet qui parle d'un sujet très profond en détaillant, en étant très sérieux, ça fait 4 vues. Quand on fait un clash, quand on subit un clash, ça fait 50 000 vues. On est d'accord. Vous voyez bien que c'est l'algorithme. C'est l'algorithme. Moi, j'ai une réponse à vous apporter à ce que vous dites sans vouloir vous interrompre. Comme je disais, moi, je suis pas médecin. Oui. Donc je ne vais pas donner un avis médical sur une pathologie parce que le harcèlement est une pathologie, est une déviance d'un rapport de domination. Donc moi je pense que la chose qu'on a en commun tous en France, c'est qu'on va tous à l'école. Donc je pense que l'outil que nous avons tous en commun, c'est ça. Donc il faut mettre des psy-UN parce qu'il y a des gamins qui ont besoin de ça, il faut des médecins parce que c'est eux qui détectent le mieux, et il faut des assistantes sociales pour y compris rentrer dans la famille parce qu'il y a des parents qui sont dépassés. Quand vous et moi on se promène dans la rue et qu'on voit un parent qui donne un téléphone portable à un bébé parce que la luminescence ça le calme et on sait que ça a cette fonction-là, et il y a un problème plus global. Donc criminaliser l'enfant pour un comportement où nous sommes tous dépassés par la technologie numérique, on a un problème collectif. Excusez-moi, moi j'aimerais vous parlez du après. Pourquoi ne travaille-t-on pas sur après les situations? Moi je dis qu'il faut éduquer avant que ça arrive. Justement, madame, le phénomène explose. Parce que les 10%, sur le terrain, c'est pas ça. Donc les enfants ne sont pas éduqués, les parents ne sont pas éduqués. Il est prouvé aujourd'hui parce qu'il y a une psychologue. Les enfants ne reçoivent pas une éducation adaptée à l'ère du numérique. Oui, mais je comprends ce que vous voulez dire. Aussi. Mais alors moi, je vais faire une comparaison peut-être un peu audacieuse, mais je suis au volant, sur le bord de la route, il y a des platanes. Accident, je suis dans le platane. Je ne vais pas incriminer le platane. C'est ma faute, c'est ma responsabilité. Et vous êtes pas géolocalisé. Je dis, non, mais comprenez ce que je veux dire. Je veux dire que très bien d'accuser les réseaux sociaux, je suis bien d'accord, mais il y a quand même la responsabilité de celui qui utilise le réseau et du parent qui donne un téléphone, un outil pour utiliser le réseau. C'est bien parce qu'il faut éduquer en amont. Il faut les éduquer à être responsables. Alors les parents, comment peut-on les aider, les parents? On est dans les informant. Aujourd'hui, il n'y a pas d'information claire. C'est le sujet, vous traitez une addiction. Il faut se le dire. Non, c'est pas qu'une addiction, c'est aussi un outil. Mais comment ça marche? Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est tous les neurosciences scientifiques et les scientifiques qui le disent. C'est ça qui est terrible avec le numérique. Le numérique, c'est le plus formidable des outils pour apprendre, pour se documenter, pour être en lien avec ses camarades et sa famille. C'est un outil formidable pour ça. Et à côté de ça, c'est un outil terrible qui a des possibilités qui peuvent être meurtrières. Donc il faut apprendre et il faut... cet objet est arrivé dans nos sociétés il y a à peine 10 ans. Donc vous voyez bien qu'il va nous falloir du temps, il va nous falloir des spécialistes comme madame, il va nous falloir aussi de la recherche sur ces questions-là, sur le comportement qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, sur ce que ça implique, etc. Attends, mais elle existe. Mais non, ça existe, mais sauf que ça prendra du temps, ça n'existe pas encore suffisamment, il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Moi je suis désolé, on voit bien qu'on a tous on découvre parfois encore des choses avec ces outils, donc on est souvent en retard, ils vont très vite. Moi je voulais revenir sur la double notion d'éthique de la responsabilité qu'on doit avoir sur ces sujets et de le travail que l'on doit se faire, que la société doit faire. Il y a une responsabilité personnelle, c'est évidente, et il y a une responsabilité de la société. Et la société, nous, pouvoir public, nous devons mettre en place les outils pour, mieux informer les parents. Moi, la Première ministre a dit hier que ça allait être une priorité absolue. C'est déjà en train de commencer à s'organiser pour voir comment on met en place des gens qui travaillent sur le sujet. Moi, je pense qu'une grande campagne d'information à l'attention des parents sur ce qu'est le téléphone portable... C'est comme pour le tabac. Ben oui, mais sauf que le tabac, bien sûr, mais il faut le faire. C'est dangereux. Mais oui, mais sauf que si vous le faites pas, aujourd'hui il y a des choses qui existent. Ou alors il faut que les campagnes soient très choquantes. Il y a de la recherche aujourd'hui, on peut pas dire qu'ils disent rien. Alors attendez. Pardon. 11h44. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de recherche. J'ai dit qu'il fallait la développer. C'est pas la même chose. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est Véronique. Tiens.
Allez, Véronique, bonjour. Vous êtes dans les Yvelines. Bonjour, merci d'être avec nous. Hein. Votre fils, votre deuxième fils a 11 ans. Oui. Il a subi du harcèlement dès le primaire. Oui, c'est ça. Et pendant combien de temps, Véronique? 2 ans. 2 ans. 2 ans. Et j'ai mon premier fils aussi qui a eu la même chose. Oui. Et qui maintenant est au lycée et tout se passe bien. Mais en fin de compte, le harcèlement, ça se passe dès la primaire. Dès la primaire. C'est pas forcément que les réseaux sociaux. Et parce qu'on met beaucoup sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, ok, ça influence aussi le harcèlement, ça pousse. Bien sûr. Mais à cet âge-là, quand on est en primaire, les enfants qui sont en primaire harcèlent déjà. Et oui, et ça existe dans le sport, effectivement, dans le cadre, dans la famille, ça existe partout, malheureusement. Oui, malheureusement. Mais là où c'est difficile, moi, là où je mets le point, c'est que, en fin de compte, les directeurs ou les directrices ont du mal à accepter, à dire que c'est du harcèlement. Ils disent que c'est des problèmes de camaraderie, entre camarades. Voilà. Faire la distinction entre, effectivement, des disputes entre camarades et du harcèlement. C'est toute la difficulté, ça, évidemment. On a accepté le bizutage pendant des dizaines d'années, on avait beaucoup de mal à en sortir, je pense à tous les drames dans les grandes écoles, etc., qui a eu lieu. Donc quand une société accepte d'harceler celui qui est censé être le plus fragile, ou c'est des rites initiatiques, aujourd'hui on est dans les queues de comète. Alors le numérique accentue ça de façon exponentielle. La société est violente. Donc oui, je suis d'accord avec ce que vous dites, il faut une campagne de communication massive, comme on a fait sur l'alcool, parce que l'alcool c'est pas anodin, l'alcool au volant, etc. Moi je suis cette génération-là, finalement, on arrive petit à petit à prendre conscience de ça, mais c'est le temps long. Donc ça va pas être magique, c'est pas en tapant sur les doigts que ça va le faire. Mais il faut prendre les choses de façon sérieuse et avoir des professionnels qui éduquent et qui accompagnent les gens. C'est pas n'importe qui peut le faire. Merci beaucoup, Véronique. Chantal, qui est à Prades. Vous savez que les témoignages se succèdent, se multiplient. Votre petit-fils a été harcelé. Bonjour, Chantal. Oui, tout à fait. Oui, bonjour. Oui, c'est que mon petit-fils a été harcelé depuis la 6e et maintenant donc il a 14 ans. C'est dans une école privée. C'est un gamin qui est extrêmement carré, très grand parce qu'il fait déjà 1m80. Donc, mais c'est quelqu'un c'est un enfant d'âge petit dans sa tête, quoi. Il a son âge. Il n'a rien dit parce que sa harceleuse menaçait avec la bande de tuer sa maman. Bon, nous l'avons su après. Et ma fille et mon beau-fils donc sont allés voir l'école, qui est une école privée, qui est une école où les enfants ont un haut quotient intellectuel, parce que sinon, ils s'ennuient, il veut faire maths sup et tout ce qui s'ensuit. Et il n'a rien dit pour protéger sa famille. Et quand il a été convoqué par le proviseur de l'école, ma fille a été extrêmement étonnée parce que c'est lui qui a été sanctionné. Il a dû changer de classe. La harceleuse est restée dans la classe. Et ce que je ne comprends pas, c'est que jusqu'à présent en France, je pense bien, malgré que je sois catalane, la majorité est à 18 ans. Je n'entends jamais parler des parents des harceleurs. Et les parents des harceleurs, on ne les entend jamais. Je les sens pour 100% responsables. Mon petit-fils aurait très bien pu être la petite gamine. Je suis dans une colère sans nom. Vraiment sans nom. Je le sens, Chantal. Chantal met le point, les parents d'enfants harceleurs. C'est vrai. Mais c'est ce que moi j'entends quand moi je travaille sur ce sujet. Parce que j'imagine le réflexe du parent, ils protègent leur enfant. Il dit c'est pas vrai. C'est compliqué pour un parent aujourd'hui d'accepter que son enfant est harceleur, parce que c'est la remise en cause de toute son éducation. Alors, c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui que tous les parents se disent que potentiellement leur enfant peut être harcelé et harceleur. Et il peut être dans ces deux situations. Parce que c'est ce qui complique les situations de harcèlement, c'est quand vous découvrez dans des établissements des situations où vous avez un harcelé et vous apprenez que sous un pseudo, il est lui-même harceleur. Parce qu'il se venge. Il ne peut pas rester sans défense. Et donc, c'est d'aller expliquer ça aux parents. Et on a des parents qui sont totalement dans le déni, qui nous disent non, ce n'est pas possible. En plus, on vit dans une société du déni, quand même, de plus en plus. Et de la déresponsabilisation. C'est-à-dire que les parents, vous avez été à la FCPE, vous avez présidé, vous êtes toujours, mais vous avez présidé, vous la présidez plus, mais vous avez présidé la FCPE. Vous avez eu ce dialogue-là avec des parents ? Bien sûr. On a ce dialogue-là, on a fait des propositions multiples aux différents ministères, pas pour leur dire ce qu'ils doivent faire, mais leur dire comment nous ressent les choses de terrain. Et il y a des choses qui sont systémiques, et après, chaque situation est particulière. Mais est-ce que les parents acceptent ?
Et que disent-ils lorsqu'ils découvrent qu'ils ont un enfant harceleur? C'est ce que vous dites. D'abord, c'est le déni, parce qu'on n'accepte pas que son gamin soit violent avec un autre. Ensuite, on cherche des justifications de pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Et enfin, si on arrive à dire à la reconnaissance du fait, là, on peut commencer à travailler. Mais c'est pas le travail du parent qui conseille le parent. C'est un travail de spécialiste. Alors souvent, quand il n'y a pas le personnel, encore une fois, dans l'école, il est cherché à l'extérieur. Et souvent, les parents mettent la main à la poche pour faire suivre à son enfant des séances de pédopsychiatrie ou de pédopsychologie. Mais les parents en ont besoin aussi. Ça coûte 50 €. Et les parents en ont besoin aussi. Et en général, ce sont des séances communes parce que le parent doit aussi traiter la souffrance qu'il a, c'est qu'il n'a pas vu son gamin rentrer en déviance. Et là, c'est une vraie difficulté. Et après, vous avez la situation où le parent trouve que c'est normal parce que eux-mêmes sont dans des rapports parfois d'harceler leurs collègues, leurs voisins, leurs voisines parce que c'est la loi du plus fort. C'est un problème plus global que ça. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez ajouté quelque chose, Yasmine? Oui. Il me semble, en tout cas c'est ce que je fais en travaillant et en constatant sur le terrain, c'est qu'on a... Alors d'abord c'est une inquiétude de beaucoup de parents, on est bien d'accord. Ça concerne énormément de parents. C'est la question qui revient en chaque début d'année. Ils sont inquiets sur la question du harcèlement. Ça peut potentiellement arriver à leur enfant. Donc il nous faut transmettre ce message, c'est que pour protéger votre enfant, vous devez aussi travailler sur est-ce qu'il peut être aussi harceleur. Vous savez, juste cette question. Oser se poser cette question. Mais oui, il ne faut plus être dans le déni. Moi, je travaille là-dessus. Je suis maman de 3 enfants. J'ai travaillé cette question avec mes 3 enfants. Est-ce que potentiellement, lorsque tu envoies ça, tu envoies ce type de message, lorsque tu es d'accord avec les personnes qui critiquent, tu es potentiellement harceleur? Comme la cigarette, l'alcool, les drogues. Et en fin de compte, vous développez l'esprit critique des jeunes. On s'inquiète. C'est ça. Et on propose. Oui, donc voilà, donc ça c'est important. Et les parents sont en demande de mieux comprendre, d'être mieux outillés pour mieux agir. On ne peut plus élever un enfant aujourd'hui, on ne peut plus élever un enfant comme on les élevait il y a 20-30 ans. Et ça aussi, ça nous est... Comme vous disiez, le numérique est récent. Tout ça, c'est un bouleversement. Il ne faut pas chercher des coupables. Oui, et l'enfant n'est pas roi. Non, mais vous savez, la plupart des enfants... Et les plateformes non plus. La plupart des enfants ont le sentiment d'être abandonnés. Aujourd'hui, quand vous libérez la parole aujourd'hui des élèves, que vous soyez en primaire, au collège ou au lycée, là, beaucoup d'enfants, j'ai fait une enquête sur 800 collégiens, ce qui est ressorti, c'est le sentiment d'abandon. D'abandon et d'angoisse. Des adultes. Pourquoi les adultes nous laissent face à de tant de violence? En fait, c'est la question que se posent les mômes. Enfin, moi, ce que je parle aussi les parents, j'ai pas vocation à exhaustivité parce qu'il y a beaucoup de situations. C'est quelle est la parole autorisée qui va apporter une réponse à la souffrance qui est vécue. Et là, il y a une très grande solitude des jeunes, ça c'est une réalité. Ça c'est une réalité. Parce qu'on ne dit pas non plus à ses parents, comme vous l'avez dit sur l'exemple que disait madame, qu'on est victime d'harcèlement parce que d'abord on peut trouver ça normal, parce qu'on a vécu dans un milieu violent, et donc on accepte cela. Et puis on protège parfois ses parents. Absolument. Et puis, c'est pour ça que j'insiste sur la nécessité d'avoir une écoute professionnelle. Parce que c'est un métier. C'est un métier. Et aussi avec l'importance... je pense, et ça c'est l'éducation qui peut le faire, peut le dire ce qui est possible et pas possible dans une société. Et dire que le harcèlement, ça ne se fait pas, il faut commencer par ça. Parce qu'un enfant qui ne connaît pas ses droits n'est pas en capacité de les faire valoir. Donc il faut expliquer aux enfants le cadre. Mais il faut peut-être que des enfants parlent aux enfants. Le cadre. Oui, mais tout ça, mais c'est l'ensemble, c'est ce qui se passe. Enfin, ça se fait beaucoup. Ça se fait beaucoup, j'imagine. Surtout dans les petites classes, ça se fait beaucoup. J'imagine. Bien, merci à tous les trois. Sous l'autorité d'un enseignant, évidemment. On n'a pas résolu le problème, là, évidemment. Mais nous y reviendrons à la rentrée parce que on verra. Lutte contre le harcèlement scolaire, priorité absolue de la rentrée. Nous verrons. Moi, je reste spectateur pour l'instant. 11h57. Merci d'être avec nous sur Sud Radio.